L'histoire de l'Afrique est multimillénaire et remonte au temps très ancien. Et parmi les vestiges attestant de cette histoire, nous avons des civilisations qui sont là, comme celle de l'Égypte antique, à travers ses nombreuses reliques disponibles dans des musées somptueux, comme le sarcophage d'or de Toutankhamon. Nous avons aussi les pyramides et le sphinx de Gizeh. Sans oublier les ruines de l'ancien royaume du Bénin dans l'actuel Nigeria. Il y a également celle du royaume du Monomotapa dans l'actuel Zimbabwe. Tant et tant de vestiges disponibles à travers l'Afrique. Cependant, pour la majorité des Africains, celle-ci demeure un passé tout de même lointain, voire méconnu. Cette méconnaissance a plusieurs causes. On peut citer d'emblée l'absence de moyens, l'absence de vision stratégique dans des domaines comme l'histoire ou l'archéologie, le manque ou le peu de visibilité de certaines structures disponibles en Afrique, mais qui ne font pas assez la promotion dans ces recherches d'ordre scientifique, qui peuvent nous permettre d'atteindre des niveaux très intéressants et de mieux peaufiner notre histoire. Malgré cela, de grands noms de l'histoire africaine ont contribué à éclairer cette histoire. Parmi ces grands noms, on peut citer Joseph Kizerbo, Jacob Festus Adeniyi Ajayi, Elikia Mbokolo, Henriette David Diabaté, Malek Shebel ou encore Amadou Hampâté-Bâ, qui grâce à leurs écrits ont contribué à mettre dans notre esprit différents points de notre histoire commune voire individuelle. Malgré l'apport de ces historiens et historiennes de renom, nous manquons toujours de preuves palpables pour pouvoir cimenter encore plus notre histoire. Et pourtant, la recherche scientifique ne nécessite pas d'investissement lourd. Parmi les méthodes actuellement en vogue dans les domaines comme l'archéologie ou l'histoire, nous avons trouvé qu'il existe une méthode vulgarisée et très utilisée. Il s'agit de la méthode de datation au carbone 14. Le carbone 14, on l'appelle encore carbone radioactif ou radiocarbone. En effet, le radiocarbone est un isotope radioactif de l'élément chimique carbone qui est présent dans tout organisme ou être vivant. En effet, tant que l'organisme ou l'être est vivant, la quantité de carbone 14 qu'il contient est maintenue constante, notamment grâce à l'alimentation et à la respiration. Ce n'est qu'à la mort de l'être ou de l'organisme en question que la quantité de carbone 14 va commencer à décroître lentement en émettant une radioactivité. Et c'est cette radioactivité qu'on va mesurer grâce à la demi-vie pour pouvoir dire à quel moment l'élément ou l'organisme en question est mort. La demi-vie, c'est la période au bout de laquelle la moitié de l'élément chimique en question est perdue. Et pour le carbone 14, sa demi-vie est de 5730 ans. Ce qui fait que nous pouvons aller jusqu'à 50 000 ans pour pouvoir situer des populations humaines ou animales grâce à la méthode de datation au carbone 14. Qu'en est-il donc de la méthode de radiocarbone en Afrique? Est-ce qu'elle est réalisable? Est-ce qu'elle se fait? Oui, elle se fait. Il existe 4 laboratoires de radiocarbone actuellement en Afrique. Cependant, le premier laboratoire de radiocarbone en Afrique, il se trouve à Dakar, au sein de l'Institut fondamental d'Afrique noire, IFAN, situé sur la corniche ouest, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. L'IFAN, l'Institut fondamental d'Afrique noire, ex-Institut français d'Afrique noire, a été créé par décret en août 1936 du gouverneur général de l'Afrique occidentale française, l'AOF, Jules Brévier. Jules Brévier a été gouverneur de l'AOF du 15 octobre 1930 au 27 septembre 1936. 2 ans après son départ, Théodore Monod, naturaliste français et anthropologue, a été nommé secrétaire général de l'IFAN pour mener à bien les recherches de l'Institut. Et quelles étaient ces recherches? C'était la collecte et l'inventaire de toutes les richesses matérielles et culturelles de l'AOF, l'Afrique occidentale française. Dakar était l'ex-capitale de l'AOF. En dehors de Dakar, l'IFAN, l'Institut français d'Afrique noire, avait des centres dans les autres territoires, à savoir celui de Saint-Louis au Sénégal, d'Abidjan, de Niamey, de Cotonou et de Ouagadougou. Il avait aussi des centres associés, à savoir ceux de Lomé et de Douala. Il avait également des bases de recherche. On peut citer la base d'Atar en Mauritanie, la base de Diafarabé au Mali et celle du Mont Nemba, qui est une montagne culminant à plus de 1000 mètres d'altitude, qui est un point focal situé à la jonction de 3 pays africains, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry et le Libéria. Puis vient en 1960, la majorité des pays africains accèdent à l'indépendance. Et l'IFAN, l'Institut français d'Afrique noire, est rattaché directement à l'université de Dakar. En 1965, il garde le même sigle, mais il change de sens. Au lieu d'Institut français d'Afrique noire, il devient Institut fondamental d'Afrique noire que nous connaissons actuellement. En 1986, au décès du feu le professeur Cheikh Anta Diop, il prend le nom IFAN Cheikh Anta Diop. Les missions actuelles de l'IFAN
sont les suivantes. Il s'agit d'abord de l'africanisation des programmes d'enseignement. Deuxièmement, la production et la publication de travaux scientifiques centrés sur l'Afrique, mais en particulier sur l'Afrique de l'Ouest. Et enfin, l'organisation de rencontres culturelles, voire scientifiques, pour valoriser le patrimoine culturel africain. L'IFAN Cheikh Anta Diop de Dakar aujourd'hui est composé de 6 départements, 3 musées, dont le premier musée est le musée Théodore Monod ex-IFAN. Il y a le musée historique qui est situé sur l'île de Gorée. Il y a le musée de la mer situé aussi sur l'île de Gorée. Et enfin 11 laboratoires, dont fait partie le laboratoire de radiocarbone de l'IFAN. Le laboratoire de radiocarbone de l'IFAN a été créé par un grand homme connu de tout le monde. Il s'agit de feu le professeur Cheikh Anta Diop. Je crois que le mal que l'occupant nous a fait n'est pas encore guéri. Voilà le fond du problème. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Et quand on croit s'en être débarrassé, on ne l'a pas encore fait complètement. Né le 29 décembre 1923 à Tiaïtou et décédé le 7 février 1986 à Dakar, Cheikh Anta Diop était anthropologue, physicien, docteur en sciences humaines et historien sénégalais. Il a à son actif de très nombreux ouvrages et des travaux scientifiques, notamment l'inventaire archéologique du Mali, mais aussi la première datation de l'homme d'Asselar. Il a fait en collaboration avec M. Jean Lerin, qui est un Français. Cette datation a été faite au laboratoire Guives-sur-Yvette de Saclay, dans le département de l'Essonne en France, en septembre 1962. L'idée de la création du laboratoire de datation de carbone 14 par Cheikh Anta Diop naît en 1961, mais elle devient effective en 1966 avec l'appui du secrétaire général de l'IFAN de l'époque, feu Théodore Monod. À son achèvement, le laboratoire de radiocarbone de l'IFAN de Dakar était avec celui de Rhodésie du Sud, qu'on appelle actuellement Zimbabwe, un des rares laboratoires de pointe en matière de datation archéologique et scientifique en Afrique. Les domaines d'application d'un laboratoire de datation de carbone 14 sont nombreuses. On peut citer l'histoire, l'archéologie, la pollution sous-marine, la paléoclimatologie et la médecine par la production d'isotopes radioactifs. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons à vous abonner, à partager, à cliquer sur la cloche de notification et à inviter vos amis à s'abonner à la chaîne pour ne rien rater de la suite à venir très bientôt.